Produit par Binge Audio. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes demandé qui étaient les influenceurs et influenceuses d'extrême droite et quelles étaient leurs ramifications idéologiques. Dans cet épisode, on va tenter de saisir leurs stratégies, leurs différents leviers pour se placer à la fois au centre et en marge d'un jeu politique dont ils sont des acteurs parfois diffus mais très efficaces. Apparemment, il y a la gauche qui est en train de tout donner pour éviter que l'extrême droite passe aux législatives. Ils se disent que plus ils vont montrer qu'ils sont violents à l'extrême gauche, plus le RN va baisser dans les sondages, visiblement. Du coup, message aux amis gauchistes, continuez les gars, ne lâchez rien, continuez à détruire tout ce que vous trouvez. Et surtout, faites ça pendant 3 semaines, s'il vous plaît. Et cette efficacité, elle repose notamment sur leur capacité à alimenter sans cesse les flux de leurs différents réseaux sociaux, ce que les anciens modes de diffusion classiques, au hasard la presse papier, ne permettaient pas. Produire une vidéo face cam dans laquelle on va faire de la réaction, ça ne coûte pas cher. Produire un journal, ça coûte cher. Maxime Massé, journaliste à Libération. Cette économie de moyens que permet Internet, ça permet d'inonder. Et en fait, ça, c'est la grande force qu'a apporté Internet. C'est-à-dire que globalement, quand on fait un podcast, par exemple le Papacito ou le Raptor, il suffit d'un beau micro, d'avoir un petit peu de temps devant soi. On peut même demander à sa communauté d'acheter un micro. Ça s'est vu régulièrement, ces grands entrepreneurs qui réclament toujours de l'argent à leur communauté. Ça permet de faire de la masse et c'est ça qui marche en fait. Au-delà d'un grand plan, avec une feuille de route extrêmement précise qui est développée depuis un demi-siècle. Pierre Plotu, journaliste à Libération. Par des gens qui se voient toutes les semaines, qui disent « Bon, alors toi, Fifi, tu t'occupes du PowerPoint, moi, je vais m'occuper du post sur les réseaux sociaux de 10h30. » etc. Non, il y a surtout un fonctionnement d'A/B testing, de darwinisme permanent. C'est-à-dire que on a une trame de fond, on a cette idée de la métapolitique et on a cet outil qui permet de mettre en œuvre cette métapolitique. Et en fait, on va lancer toutes nos forces dans la bataille et il y aura un darwinisme de l'influenceur. Celui qui réussira, réussira. Le mot qui réussira, réussira. L'expression qui est chance pour la France, suédois, ingénieur, tout ce qu'on veut, toutes ces expressions qu'on entend, il y en a certaines qu'on entend pendant 1 mois ou 2, il y en a certaines qu'on entend pendant 10 ans. Il y a des choses que ma maman, quand elle fait la cuisine, on en dit, elle dit, ah oui, mais ça je l'ai entendu. C'est un truc des fachos, ça. Voilà. Même si c'est pas forcément des sujets sur lesquels elle est très intéressée, il y a des choses comme ça qui vont la frapper à un instant T parce qu'en fait, il y a eu cette capacité aussi à inonder Internet et à laisser la sélection naturelle se faire et d'avoir une performativité en fait qui se fait d'elle-même. Ces influenceurs ont une position centrale à la fois d'un point de vue de la radicalité politique et d'un point de vue de leur capacité à toucher une audience large. Tristan Boursier, docteur en sciences politiques. Ils sont au milieu d'un spectre où on aurait de chaque côté deux extrêmes. D'un côté, il y aurait l'extrême droite radicale avec les groupuscules qui ont la plupart de leur activité en dehors des réseaux sociaux, dans la rue, par des prises de contrôle d'espace public. Et de l'autre côté, on aurait l'extrême droite plus institutionnelle, donc celle qu'on connaît avec les partis politiques comme le RN ou Reconquête. Et d'un côté comme de l'autre, on a des modes opératoires différents et une capacité à atteindre un large public qui est complètement différente. L'extrême droite traditionnelle, institutionnelle, est dans une stratégie complète de la normalisation, donc elle va accéder aux grands médias, tandis que l'extrême droite radicale, elle va rester peu nombreuses et encore exclues des médias traditionnels. Les influenceurs sont vraiment au milieu de ce spectre parce qu'ils contribuent à normaliser le discours radical de l'extrême droite la plus radicale et en même temps ils arrivent à toucher un public qui est beaucoup plus large que les groupuscules. Ce qui fait que ça donne envie à beaucoup de politiques institutionnels comme Jordan Bardella de faire pareil. D'autant que depuis une dizaine d'années, les médias mainstream, ceux-là même qui pendant des décennies tenaient à distance l'extrême droite, ont vu leur paysage profondément changer.
Nous sommes dans un moment où nous récoltons les fruits du travail patient et acharné mené depuis une quinzaine d'années par des entrepreneurs économiques et politiques Magali Della Souda, politiste et socio-historienne. qui ont décidé de manière concertée de mettre au service de leurs projets politiques conservateurs et d'extrême droite leurs moyens financiers. Je pense ici à la manière dont Vincent Bolloré a acheté, acquis, pris des parts dans des titres de presse et structuré un empire médiatique. Je pense aussi au projet Périclès du milliardaire nationaliste Pierre-Édouard Stérin, nationaliste mais pas suffisamment patriote pour pouvoir payer ses impôts en France, qui met donc une grande partie de sa fortune dans le financement de groupes qui défendent un projet politique conservateur et fortement arrimé à un catholicisme intransigeant. Leur visibilité, elle s'explique donc par l'armature économique et les soutiens financiers, les relais médiatiques qu'il y a derrière elle. C'est le chercheur Samuel Bouron qui parle de l'écosystème médiatique favorable à l'extrême droite pour expliquer justement ce phénomène de rebond et de complémentarité entre différents acteurs. Tristan Boursier. Et les influenceurs sont une pièce du puzzle de cet écosystème. Et effectivement, ce qui est bien quand on a différents acteurs qui parlent de différents points de vue médiatiques, mais avec la même vision idéologique, c'est qu'ils peuvent se citer entre eux et donner l'impression d'un effet de masse et d'une crédibilité à avoir telle ou telle opinion sur un sujet. Avec l'apparition de médias beaucoup plus qui ressemblent aux médias traditionnels comme CNews, avec une ligne qui est orientée à l'extrême droite, ils vont avoir une facilité d'accès à un public plus large qui va être décuplé. Par exemple, on va avoir sur CNews l'utilisation de citations issues des médias sociaux pour légitimer l'entrée d'un nouveau sujet. Et ça, c'est quelque chose qui permet justement à ces différents acteurs de se citer et de se compléter dans l'offensive médiatique et culturelle. Bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, avec comme invité ce soir Alain Soral. Donc lui, c'est Baptiste Marché, un youtubeur d'extrême droite qui a été l'invité de TPMP à plusieurs occasions. Merci en tout cas, merci Thaïs d'être avec nous, Thaïs Descuffon qui est avec nous. Vous représentez la droite dans l'émission. Oui, j'aurai pas ma langue dans ma poche. J'espère que ça plaira à tout le monde. Il est quasiment 9h sur CNews. Merci d'être avec nous sur CNews. Alice Cordier, chère Alice, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du collectif Némésis. Alors, vous n'êtes pas une bonne militante. Non. Parce que, évidemment, certains médias vous classent à l'extrême droite de l'échiquier. La télévision reste quand même le média dominant. Il se fait mordre les chevilles, de plus en plus haut d'ailleurs, on est presque aux genoux maintenant, même plus haut que les genoux. Mais la télévision, le tampon vu à la télé reste extraordinairement puissant et reste un accélérateur de carrière et reste un excellent outil pour ouvrir ces communautés. C'est-à-dire qu'on peut voir des gens qui, quand bien même ils ont 150 000, 200 000, 250 000, 300 000 personnes qui les suivent sur YouTube, avec une partie ou d'autres encore sur d'autres réseaux sociaux, etc., ça fait une communauté qui finalement reste assez petite à l'échelle d'un pays comme la France, ou en tout cas assez petite à l'échelle d'un monde francophone. Il y a aussi tout cet écosystème, et là on peut parler d'une personne, on a parlé des canaux, des différents médias, des différents moyens de diffusion, mais on peut aussi parler des différentes personnes sur chacun des modes de diffusion, parce qu'on va avoir ceux qui vont nous parler d'histoire, on va avoir ceux qui vont nous parler de vulgarisation, on va avoir ceux qui vont nous parler de culture, on va avoir ceux qui vont nous parler de sport, qui vont nous parler de rapport homme-femme, qui vont nous parler de géopolitique, qui vont nous parler de que sais-je. L'idéologie, ça a besoin d'être incorporé. Benjamin Teinturier, doctorant en sciences politiques. Les idées, ça flotte pas dans l'air. Ou alors, on est un mauvais idéologue. Les idées, ça a besoin d'être incorporé dans des pratiques de tous les jours. La discussion, des modes de discussion, de délibération, ça, c'est une façon d'incorporer certaines visions de la démocratie. À l'inverse, un discours sur les sports de combat, non pas comme façon de créer du collectif, de la solidarité, de prendre confiance en soi, mais comme façon de se préparer à un éventuel chaos. Ça,
c'est aussi une façon d'incorporer des idées et une idéologie. Là où tous ces acteurs ont été très puissants, c'est qu'effectivement, ils ont rendu extrêmement désirable, c'est vrai, ils ont rendu extrêmement désirable une façon de mettre en scène et d'incorporer tout un tas d'idées dans des pratiques de gastronomie, dans des pratiques sportives, dans des pratiques de consommation culturelle. Et quelque part, quand vous regardez, j'en ai regardé encore une hier pour préparer cette émission, vous regardez une vidéo de Papacito, vous entendez quelqu'un qui vous dit bon ben voilà, moi j'ai envie que les jeunes fassent du sport, j'ai envie qu'ils lisent des bouquins. Il n'a pas toujours dit ça, mais en l'occurrence, là maintenant il le dit, qu'ils sortent de leur monde virtuel, qu'ils aillent voir les cathédrales, qu'ils aillent voir... Bon, a priori, ce discours-là, il est pas du tout critiquable. Le problème, c'est que il est extrêmement puissant d'abord pour créer une audience, et en plus, il est mis au service d'un combat politique. Donc, de ce point de vue-là... Ça marche. Selon que l'on est sur Instagram ou que l'on est sur Telegram ou que l'on est sur Facebook ou sur son site, Magali Della Souda. On ne va pas diffuser le même contenu et on va avoir un discours plus ou moins édulcoré d'un point de vue politique pour faire passer son message. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que selon le compte officiel de l'organisation ou le compte personnel de l'activiste, on n'a pas non plus tout à fait les mêmes contenus. Et par exemple, Alice Cordier n'est pas seulement la présidente du collectif Némésis, qui est très fortement engagée pour dénoncer les violences faites aux femmes en les reliant à l'immigration et à l'islam, pour en faire une cause commune. Mais par exemple, Alice Cordier, elle va aussi développer des contenus visant à mettre en avant une certaine esthétique du corps des femmes, un corps sportif, un corps musclé, un corps que l'on entretient, un corps dont on prend soin, un corps qui est d'une certaine manière le reflet de son projet politique. Voilà, de femmes qui ont envie d'avoir toute leur place dans la société, qui ne veulent pas se laisser entraver et qui savent se contenir aussi et faire valoir d'une certaine manière leur force. Donc ça, c'est typiquement une manière de faire passer des idées politiques sous d'autres moyens. Et puis mes collègues nord-américaines avaient très bien mis en avant à la fin des années 2010, le phénomène des pastels QAnon, qui étaient des activistes du courant de l'alt-right nord-américaine et états-unienne, qui avaient été l'armature du premier succès de Donald Trump lors de son premier mandat. Et ces pastels QAnon, donc ces influenceuses de l'alt-right, avaient des contenus qui étaient vraiment liés au développement personnel, au bien-être, éventuellement à la beauté, qui passaient pour des contenus non partisans, mais qui en fait instillaient une esthétique et un implicite politique pour conquérir de nouvelles franges et de nouveaux publics. Il y a deux avantages à être sur plusieurs plateformes. Premièrement, c'est pour toucher un public plus diversifié. Sur Instagram, par exemple, les contenus vont être beaucoup moins ouvertement politiques. Tristan Boursier. Et vont être plus liés à l'esthétique, à la photographie, parce que c'est le but de la plateforme à ses origines. Alors que sur X, ils vont toucher un public qui est déjà bien plus politisé et plus convaincu. Et YouTube est un peu la plateforme intermédiaire qui leur permet de toucher un public qui n'est pas encore convaincu et qui peut tomber par le jeu des algorithmes plus facilement sur leurs vidéos. Et l'autre avantage d'être cross-plateforme, c'est pour eux de démultiplier les sources de revenus et de pas mettre leurs œufs dans le même panier qu'est YouTube, puisque la plupart d'entre eux ont commencé sur YouTube. Ce qui fait que quand ils se font démonétiser leur chaîne ou supprimer carrément leur chaîne, ils peuvent maintenir leur activité sur des canaux parallèles. Chez les influenceurs qui ont un parcours militant d'extrême droite, on va aussi avoir des reconversions. Par exemple, Thaïs Descuffon, depuis quelques années, a complètement rebrand son image de marque pour devenir une influenceuse masculiniste qui conseille les hommes et qui vend des formations pour les jeunes hommes dans le but de trouver une femme, de draguer
et d'être, on pourrait dire, un mâle alpha, pour reprendre leur vocabulaire. Donc il y a effectivement des circulations entre sphère d'extrême droite et sphère masculiniste. Et c'est aussi quelque chose qui est très avantageux pour l'extrême droite d'intégrer une partie du discours masculiniste pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'elle permet de s'insérer dans des sujets pour lesquels jusqu'à présent elle n'était pas connue et qui touchent énormément de jeunes hommes. Donc les questions autour de la drague, de la séduction, de vivre seul, le rapport au corps, à la musculation, etc., etc. Mais c'est aussi pour eux, toujours dans le but d'avoir un mode de financement périn, une façon de démultiplier les sources de revenus en proposant justement des formations, du coaching musculation, etc., etc. Des études récentes sur l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple, montrent que plus de 70% des influenceurs d'extrême droite ont des revenus diversifiés. Donc en fait, ils vont développer de la vente de marchandises, par exemple des t-shirts, des livres, des mugs aussi. Ils vont également gagner leur vie avec la vente de billets. Donc ils vont faire des conférences ou ils vont se faire inviter dans d'autres émissions issues de ce qu'on appelle parfois la fachosphère. Et un business qui se développe de plus en plus, c'est d'une part la création de podcasts, qui va être rémunéré par différentes plateformes, y compris Spotify, et d'autre part le développement de coaching. Donc ça peut être bien souvent du coaching en musculation, c'est ce que fait le Raptor. Ils vendent également des produits de compléments alimentaires en sens. Voilà, l'idée c'est pas seulement de défendre un agenda d'extrême droite, mais c'est aussi d'être autonome et périn d'un point de vue économique en sachant mobiliser les affordances propres au numérique. Grâce à la marque Patriote, faites plaisir à vos proches en leur offrant de beaux objets fabriqués en France, porteurs de vos valeurs et qui véhiculent avec eux la grandeur de notre culture française et européenne. Avec par exemple le collier Aigle Impérial, arboré avec fierté l'héritage de l'Empire napoléonien, ou encore commander le même couteau tactique utilisé par nos armées françaises. Et c'est déjà ce qu'avait fait Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire qu'Alain Soral avait monté Contre-Culture, qui est une maison d'édition, vendait des produits dérivés, Dieudonné vendait des produits dérivés. Benjamin Teinturier. Et aujourd'hui, un acteur comme Terre de France, qui vend des produits estampillés terroir, vous retrouviez à l'époque où il y avait encore des vidéos sur YouTube de Baptiste Marchais, de Julien Rochdy, dont on a pas tant parlé que ça, mais il est important aussi dans cet écosystème de Papacito. Vous retrouviez des pubs pour les produits de Terre de France. Bah oui, en effet, c'est une façon de gagner de l'argent et puis de joindre quelque part un peu l'utile à l'agréable aussi. C'était déjà un peu le cas avec le Front National. Ça, c'est tout un long passage qui est bien documenté dans l'histoire du Front National de Valérie Gounet, où elle parle du glacis protecteur que dans les années 80, le Front National, au milieu des années 80, essaie de construire simplement pour diffuser ses idées parce que c'est compliqué de les diffuser dans les médias. Donc, aller voir des entreprises, aller voir des entrepreneurs, c'est le moment quand même où il y a des convergences fortes avec le Club de l'Horloge, qui est un club de patrons, faut pas l'oublier. Et de manière plus prosaïque, je sais, je pense que c'est 83, 84, il y a une fête qui est créée pour concurrencer la fête de l'UMA, qui est la fête des Bleus, Blancs, Rouges, pendant laquelle vous pouvez acheter des camemberts à l'effigie de Jean-Marie Le Pen, des cravates Front National. Donc il y a aussi quand même, dès les années 80, cette idée qui est un petit peu... alors c'est très bien si ça peut être... C'est juste effectivement que ça peut être lié à un discours de souveraineté économique et d'autonomie financière des entreprises françaises. Mais c'est lié à la nécessité de gagner de l'argent, aussi éventuellement pour faire des cagnottes en vue d'un éventuel procès. La circulation virale des idées conservatrices et réactionnaires, elle ne repose pas uniquement sur un sens aigu du marketing, mais aussi sur tout un tas d'acteurs parallèles qui relaient, parfois volontairement, parfois involontairement, laissons-leur le bénéfice du doute, des thèmes, des images, des symboles liés à la culture d'extrême droite. On a consacré il y a peu un épisode de Programme B au youtubeur fitness Thibaut InShape, qui lorsqu'il a affiché un drapeau français dans sa salle de sport, s'est retrouvé à illustrer cette circulation particulière des idées d'extrême droite. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Une chose aussi simple que afficher un drapeau français dans sa salle de sport, ce qu'a fait Thibaut InShape, Tristan Boursier, suffit à susciter des réactions très vives sur les médias sociaux.
et à avoir des prises de parole d'influenceurs d'extrême droite pour soutenir Thibaut Inchep, qui considère, du simple fait qu'il a un drapeau français, qu'ils font partie du même camp. Et c'est quelque chose qui vient pas de nulle part. Le drapeau français, par exemple, il est extrêmement utilisé, notamment sur X, comme signe de reconnaissance entre personnes dites qui s'autonoment patriotes, donc gravitant autour de la sphère d'extrême droite. Et c'est quelque chose qui est pas propre au contexte numérique. C'est Félicien Faury qui en parle dans son ouvrage des électeurs ordinaires. La société est traversée par des comportements et des idées qui sont racistes, qui sont sexistes, antiféministes, etc. Ce que font les acteurs d'extrême droite, quand elles réussissent avec succès à convaincre beaucoup de personnes, c'est qu'elles mobilisent et politisent ces idées, ces pratiques qui sont déjà plus ou moins diffusées dans la société, en les utilisant comme marque de ralliement autour d'un projet, autour d'un candidat ou d'une candidate. Le point principal, à mon avis, dans les technologies numériques, ou en tout cas ce qui, dans le dispositif technique, ce qu'il permet et ce qu'il invisibilise, disons, qui me semble essentiel pour comprendre la circulation d'une certaine parole, c'est l'affinité des algorithmes et les réglages algorithmiques vis-à-vis d'un certain type de contenu. Donc des contenus clivants qui suscitent la controverse, qui suscitent le débat, qui suscitent la réaction violente. Et ça, algorithmiquement parlant, c'est des contenus qui sont favorisés, les contenus qui sont les plus likés, qui sont les plus commentés, qui sont les plus sur lesquels il y a plus de réactions de la part des utilisateurs. Ça, c'est un peu le point essentiel. Et aussi, quand même, il faut bien l'avouer, dans un espace où le temps de concentration est d'une dizaine de secondes, au bout de 10 secondes, on passe à une vidéo suivante, dans un espace où c'est plus le cas maintenant, mais où on a qu'un certain nombre de caractères autorisés pour défendre une pensée, c'est compliqué de ne pas avoir une pensée caricaturale, stéréotypée, impersonnelle et de développer un argument. Ça, c'est un point essentiel à comprendre pour essayer de comprendre aussi le mode de discours de ces influenceurs. Il y a une mécanique qui est importante pour faire rester quelqu'un sur sa plateforme, pour la faire consommer du contenu, c'est l'intérêt qu'il y porte, mais c'est aussi et surtout la colère. Pierre Plotu. Il y a un vieux dicton qui dit si on va manger dans un restaurant et qu'on a aimé, on en parle à 2 personnes, si on a détesté, on en parle à 10. La colère, c'est un moteur extrêmement puissant de l'être humain. Il y a des études scientifiques très sérieuses qui l'ont prouvé, et je pense que par exemple les influenceurs d'extrême droite l'ont parfaitement compris. Je vais prendre un exemple très simple parce qu'il date de ce week-end. Maxime Massé. Ce week-end, donc Thaïs Descuffon, ancienne porte-parole de Génération Identitaire, devenue une espèce d'influenceuse masculiniste, elle a été à Bordeaux. Donc elle a fait une photo à Bordeaux devant le miroir d'eau. Et elle a dit Bordeaux, ville magnifique, riche et tout, notamment grâce à ses échanges transatlantiques. Elle fait évidemment référence à la traite négrière. Est-ce qu'elle s'adresse à son public quand elle fait ça ? Non, elle ne s'adresse pas à son public, parce que son public, il le comprend tout de suite. Elle s'adresse aux gens qui vont être scandalisés qu'on fasse l'apologie de la traite négrière. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont retweeter son message en mettant un commentaire, à mon avis, très juste, de dire que c'est absolument honteux de dire ça, mais ils vont participer à la diffusion de son message. Quand Thaïs Descuffon, pour reprendre cet exemple, explique qu'il n'y a pas de viol conjugal parce qu'en fait c'est l'application du devoir conjugal, elle sait qu'elle clive. Le meilleur moyen de répondre, c'est de ne pas répondre, de ne pas donner de la viralité à son message. Il ne faut pas abandonner le Far West d'Internet à la fachosphère. C'est pas la question, c'est pas ce qu'on dit, ou en tout cas chacun fait comme il veut. Par contre, il faut avoir conscience du fonctionnement d'Internet pour être en mesure de ne pas tomber dans le piège qui vous est tendu sciemment par des gens qui comprennent Internet et qui l'utilisent à dessein. Merci à Magali Della-Souda, Tristan Boursier, Benjamin Teinturier et au duo Pierre Plotu et Maxime Massé, dont je ne saurais que trop vous conseiller le livre Pop Fascisme, qui est paru aux éditions Divergence et qui complète et poursuit bien des réflexions évoquées dans ces 2 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.